relations internationales, première décennie. Israël de retour sur la scène internationale. Baruch haba, Mazal Tov. Ézéchiel. Mais immédiatement, on doit faire le choix. Entre qui? Amérique et Russie. Amérique, Russie, il faut dire qu'il y a un éventail un peu plus vaste parce que la force la plus présente ici, c'est quoi? C'est ni l'Amérique, ni la Russie, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Mais avant de faire le choix, il faut voir. Avant de se poser la question sur l'orientation, il faut à vrai dire se poser la question sur les bases et encore à plus forte raison sur les origines. Sur les origines de la politique ou de l'orientation internationale juive. Ça fait 1800 ans qu'on est absent de la scène internationale. Enfin, on est, comment dire, présent absent. L'esprit, il est là, mais le corps, un peu partout. Ou nulle part. Ça veut dire qu'au niveau de notre expérience internationale, on reprend presque à zéro. On n'a pas mené de... Pour nous, pour d'autres oui, mais pour nous, on n'a pas mené de relations diplomatiques, de négociations, mais des négociations de communauté, on a des négociations au niveau pour des autres, mais pas pour nous-mêmes. Enfin, un peu à partir du congrès sioniste avec Herzl, Weizmann, etc., mais au niveau étatique, non. Et ça porte à conséquence. Il y a une nafkamina à tous les niveaux. C'est-à-dire peut-être qu'il faudrait ne pas se dépêcher. À conclure des alliances, à entrer dans des blocs. Peut-être qu'il faudrait tempérer un peu l'enthousiasme et se bâtir un peu sur place. En tant qu'État, et pas seulement en tant qu'État. Lorsqu'après la Shoah, les chrétiens se sont empris de désir de comment on appelle ça, de dialogue œcuménique, eh bien, il y a un article très célèbre du Rav Soloveitchik qui s'appelle La confrontation, et il dit choyez. C'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, mais ne vous empressez pas, pourquoi? Parce que la chrétienté, elle a une expérience de 2000 ans de négociations, de relations internationales, etc. Vous, avec votre enthousiasme, nous, avec notre enthousiasme, ils vont nous tourner autour du doigt. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour cette raison politique, je ne parle pas des raisons religieuses, des raisons nationales, des raisons à ce niveau-là, au niveau de l'expérience, attendez d'acquérir le sens de la souveraineté avant de vous lancer dans des dialogues à droite et à gauche. Ça, c'est ce qu'il en est pour les origines, entre autres. D'ailleurs, entre parenthèses, ce que je dis, c'est pour ce qui est des faits, etc., c'est basé essentiellement sur des articles d'universitaires, d'université ouverte, sur Genève, compagnie de professeur Uli Bialer, qui est spécialiste de ça, qui a publié plusieurs livres à ce sujet, etc. Mais au niveau de la conception, eh bien, c'est surtout basé tant sur la biographie de Ben Gurion, etc., que sur le Rav Dr Yaakov Herzog. Vous le connaissez certainement, ici c'est en anglais. Speeches and Writings of Yaakov Herzog, A People that Dwells Alone, un peuple qui vit à part. C'est ça, effectivement, ça résume en une citation, en un pasuk, sa vision du monde. Et un ami a fait dernièrement tout un travail sur sa pensée, parce qu'effectivement, il a élaboré toute une vision juive des relations, une conception juive des relations internationales. Et pas seulement en tant que rabbin,
traducteur de la Mishnah en anglais, enfin, fils du premier grand rabbin de l'État d'Israël, le Rav Yitzhak Isaac Herzog, qui accompagnait son père dans plusieurs quantités de missions, entre autres rechercher et rédimer les enfants juifs et cachés et très souvent convertis contre leur gré dans les couvents catholiques et autres, etc., après la Seconde Guerre mondiale. Et ambassadeur d'Israël au Canada, directeur du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Premier ministre, etc. Il a quitté ce monde à un âge très jeune. Bon, je crois qu'on en a déjà parlé, on a évoqué, c'est la seule personne à qui on a en même temps proposé le poste de chef de la chancellerie du Premier ministre, de l'État du Premier ministre, et le rôle de grand rabbin d'Angleterre, qui est aussi chose quand même assez importante. Bon, il a choisi naturellement là où la Géoula se passait, c'est-à-dire en Israël. Il est resté là, et puis bon, là, il a écrit un peu, parlé plus, agi encore plus, et je vais essayer vers la fin de la rencontre de peut-être mener quelques-unes de ces citations. Mais pour revenir, c'est au niveau philosophique, ce sera surtout basé sur sa pensée. Pour revenir aux bases, eh bien, avant d'entrer sur la scène internationale, eh bien, il faut se poser quelques principes directeurs. Et c'est ce qu'a fait effectivement Ben Gurion. C'était des principes très simples. Très peu étonnants et à la fois très étonnants. Très peu étonnant vu l'histoire juive et très étonnant vu les circonstances internationales. Je vais expliciter immédiatement. Premier principe, on ne peut pas se fier au goïm. Étonnant, n'est-ce pas? À aucun goïm. Il y a des bons goïms, il y a des méchants goïms, mais même aux bons, on ne peut pas se fier. Pourquoi? Parce que les goïms, ils sont préoccupés avant tout par les goïms. Et il n'y a que des juifs naïfs, et un peu qui sont, enfin bon, Ils font partie de l'élite. Qui font partie, qui orientent leur optimisme et leur foi sur les champs où il n'a pas lieu, ou dans les sphères où il n'a pas lieu, pour croire que les goïms, ils doivent être avant tout préoccupés par le bien-être des juifs. Je dis non, les goïms sont occupés par les intérêts des goïms. Et les juifs à tous les niveaux, c'est une minorité. Alors il ne faut pas compter sur bonne volonté. Il y a bien sûr des exceptions, comme Lord Balfour, d'autres rares exceptions, mais au grand nombre. Deuxième chose, quand il écrit dans les années 40 à un ami, quel doit être le fondement de la politique extérieure du futur État juif, il répète 3 fois avec un point d'exclamation à la fois, force intérieure, force intérieure, force intérieure. C'est-à-dire se fier à soi, sauvegarder son indépendance spirituelle, l'indépendance avant tout de sa conscience. Et il le répète toujours aux ambassadeurs. Ensuite, quand il sera Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il le répète à tous les ambassadeurs britanniques, français, américains. Tous. Ne croyez pas que nous sommes encore un pays des Balkans. Nous avons une tradition, elle n'est ni chrétienne, ni musulmane, elle est juive.
donc indépendante. Elle a soif de liberté. Il va y avoir des accords d'intérêt, des concours d'intérêt, autre chose, mais n'attendez pas de nous qu'on cède sur notre bon droit, qu'on fasse des compromis avec notre conscience pour arriver à tel ou autre accord. Ça, Ben Gurion le dit alors qu'on est là, quoi, 700 000 juifs, 800 000 juifs, peut-être, 1 million, 1,5 million de juifs, la moitié vivant dans les tentes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, alors qui est l'allié? Il y a un grand allié de très grand poids. Un très grand poids. C'est qui? Là. Les Juifs dans la diaspora. Les Juifs. Les seuls sur lesquels on peut véritablement compter. Les Juifs. Les Juifs de toute la diaspora. Vous comprenez? Les 12 millions de Juifs qui sont avant tout aux États-Unis, derrière le rideau de fer, en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, dans le monde arabe. À l'époque, il y a encore énormément de Juifs dans le monde arabe. Ce sont nos véritables alliés. Vous savez, c'est toujours étonnant. Aujourd'hui, on va dire, les Juifs américains, ils sont avant tout américains avant d'être Juifs, etc., etc. Comment est-ce que tu peux parler ainsi? Mais là, je vais vous citer une citation de Yaakov Herzog, Efosé, où il cite des représentants d'organisations juives aux États-Unis qui sont venus plaider la cause israélienne auprès du secrétaire d'État. Et ils lui disent la chose suivante, c'est fascinant. Quand c'est? Regarde, non? Dans les années 60. Dans les années 60, représentants de tous les segments du judaïsme américain. Même les opposants au sionisme, ceux qui étaient les opposants au sionisme, et ceux qui étaient les adeptes de la diaspora et compagnie, plaidant la cause israélienne devant le secrétaire d'État, plaidant la cause d'Israël en tant que véritable rempart face à la menace soviétique, etc., etc., alors qu'ils étaient en train de conclure, leur leader, leur chef, s'est levé et a dit: Monsieur le secrétaire, on doit être honnête avec vous. Nous avons jusqu'à présent parlé en tant que citoyens américains. Mais avant de vous quitter, on doit vous dire que lorsque cela concerne Jérusalem, nous sommes avant tout les citoyens de Jérusalem. Intéressant. Des Juifs américains qui disent: oui, on s'adresse à vous en tant qu'Américains, mais du moment qu'il s'agit de Jérusalem, sachez que nous sommes avant tout citizens of Jerusalem. We are all citizens of Jerusalem. We must tell you that where Jerusalem is concerned, we are all citizens of Jerusalem. Without it, we cannot live. Sans Jérusalem, on n'a pas de vie. Intéressant. C'est-à-dire que lorsque Ben Gurion disait que nos véritables alliés, c'est ni l'Amérique, ni la France, ni la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ni la Micronésie, ni... bien elle va toujours pour nous, l'Amchanet. Ce sont avant tout les Juifs. Avant tout les Juifs. Argent comptant, pression comptant, influence comptant. Vous comprenez? TNT.
et ensuite de citer les Juifs plaidant la cause du temple auprès du Caligula, etc., l'empereur romain, où il disait, on n'est rien sans Jérusalem. Agrippas, on n'est rien sans Jérusalem. Mais quel Jérusalem? Hein? Quel... Non, sans le temps. Quand Caligula veut envoyer, veut bâtir ici le truc, hein, et il disait, non, l'autre, alors c'est Agrippas qui était un hédoniste de première qualité. Non, là, il vient chez son ami Caligula, et lui dit, mais, allô, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, pas la table. Mais n'exagère pas avec Jérusalem. Jérusalem est là. Caligula, on sait qui il était, c'était un fou. Il dit, va bene. Je reste. Il a risqué sa vie. Et là, les Juifs, 1800 ans plus tard, sachez que nous sommes avant tout citoyens de Jérusalem. C'est intéressant, vous comprenez, c'est une chose très importante pour Israël, et c'est une chose encore plus importante pour eux. Parce que ça veut dire que véritablement, quoi qu'ils disent, ils sont avant tout juifs. Du moment qu'un juif dit, je suis ma capitale, c'est Berlin, c'est Washington, c'est Paris, c'est Moscou, c'est je ne sais pas trop quoi, c'est là que passe la frontière véritable. Kan over Agud. Ouais, c'est pour ça il faut le comprendre. Quand on dit aujourd'hui que mais on sait, les Juifs américains, c'est avant tout américains, ils ont toujours été ainsi. Non, ils n'ont pas toujours été ainsi. L'onachon. Voilà une citation des années 60 dans un article qu'il a écrit. Oui, des années 60. Il a vous savez où il a dit ça? En Afrique du Sud, à Durban. En 18 mai 71. Donc, seul allié de quoi? Juif de la diaspora. Lorsque Golda Meir, dernière fois je ne pouvais pas venir parce qu'on a fait un séminaire à Moscou. On était dans la grande synagogue, qui s'appelle la synagogue chorale. Pourquoi? Parce qu'il y a un chœur qui chante, une chorale qui chante là-bas. Jusqu'à présent. Et sur la rue, on appelle aussi sur la rue Archipova. Aujourd'hui, elle s'appelle autrement, mais peu importe, tout le monde l'appelle Archipova. La grande synagogue de Moscou. Lorsque Golda Meir, pendant la guerre d'indépendance, en 48, il arrive, Rosh Hashanah, 48, Rosh Hashanah, Yom Kippour, elle arrive à la synagogue en tant qu'ambassadeur de l'État d'Israël. Et il y a des dizaines de milliers de Juifs qui arrivent. C'est, comment dire, le rayon de soleil dans l'énorme éclipse du judaïsme du silence. C'est un judaïsme qui a été muselé depuis la Révolution, enfin un peu plus tard, et jusqu'aux années 70, il y a plus forte raison jusqu'à ce qu'il ait pu sortir, enfin oui, 70, fin des années 80, le seul rayon de soleil, c'était cette visite de Golda Meir, avec des dizaines de milliers de juifs qui viennent à la synagogue pour la voir. Il y a encore la place dans Ezrat Nashim, en haut, à droite, quand vous y serez, où c'est inscrit, là était assise Golda Meir, et là, elle était fascinée. Elle était, c'était, je crois, elle écrit, c'était le sentiment le plus fort. Quand elle vient parler aux soldats pendant la guerre de Yom Kippour, à Sukkot, en 73, et qu'un soldat l'arrête, après les combats très très difficiles, elle vient les voir au Ramat HaGolan. Elle vient les voir et un soldat lui dit, Golda, Lama. Il lui dit, mon père est mort au combat, mon frère est mort au combat, mon ami, mon prochain est mort au combat. Admatai, Lama. Qu'est-ce qu'elle lui cite en tant que réponse? Archipova,
Rosh Hashanah, Yom Kippour, 48. Tachar. Pour nos frères. Lama Zeshavet, Leman Achai Vere'ai. Adabra Shalom Bach. C'est sa réponse. 30 ans plus tard. Vous comprenez? C'est sa réponse. Qu'est-ce que ça prouve? Que les Juifs, même sous silence, vivent par l'État d'Israël. On ne peut pas la laisser tomber. Et ça va être l'axe essentiel de la politique internationale israélienne. Avant tout, les Juifs de la diaspora. On peut immédiatement sauter et faire le daleg, faire le saut en nos temps. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est plus la même diaspora, c'est plus les mêmes juifs, ils sont plus la même orientation, etc. Mais c'est comment? À Kol Nachon. Et là, je peux. Enfin, bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je pense que répéter la mantra, le slogan qu'on répète chaque fois à notre travail où qu'on soit, et qu'est-ce qu'on fait ici? Quelle que soit l'attitude des Juifs, etc., quel que soit, c'est ce qui guide, c'est Etechai Anochi Mevakesh. Je cherche mes frères. Même si un frère s'est égaré, même si un frère s'est oublié, même si un frère s'est à moins que ce frère soit réellement traître et fasse tout pour me... Alors là, je ne suis pas masochiste, je ne suis pas suicidaire. Mais, dans tous les autres cas, Etechai Anochi Mevakesh. Bon. C'est cela les trois positions clés de Ben Gurion lorsqu'il entre en tant que Premier ministre de l'État nouveau-né sur la scène internationale. Il faut peut-être un peu aussi rajouter à cela quelques éléments d'ordre politique, démographique. Les Juifs à l'époque d'Israël, c'est 5% de la population juive entière. 5%. Si on est à l'indépendance 650 000 Juifs, vous faites le compte, sur 12-13 millions, c'est 5%. Ça c'est une chose. C'est pas comme aujourd'hui, on est 45%, d'après les estimations les plus... Je ne sais pas comment dire pessimiste ou optimiste, ça dépend de quel côté on regarde, mais les estimations les plus vraisemblables. Je pense que véritablement, peut-être qu'on a déjà dépassé les 50%. Et au niveau international, eh bien, Ben Gurion formule sa position, je l'ai déjà dit, mais je vais le reformuler, il l'écrit, il ne cesse de le répéter partout, dans les forums intérieurs, dans ses articles de presse ou de philosophique véritablement. Il dit Israël est très faible au niveau politique et au niveau économique, et incomparable au grand bloc ouest, est ou non aligné, peu importe, mais c'est une puissance morale et spirituelle, égale si ce n'est supérieure à tous les autres. Et c'est ainsi qu'il se perçoit. Et cela aussi est un axe directeur dans la politique internationale. Donc, ça c'est les bases. On a vu les origines un peu, on a vu les bases un peu plus. Maintenant, c'est entre qui choisir. On a vu Grande-Bretagne, bloc soviétique, bloc OTAN, États-Unis, etc.
la Grande-Bretagne, Ben Gurion ne les aime pas. La perfide Albion, c'est vous qui le dites, c'est les Français qui le disent. Mais ici, il sait que l'Angleterre, 47, 48, avec Bevin aux affaires étrangères, et Bevin aux affaires étrangères, il reste beaucoup de temps là-bas. Fin des années 40, la majorité des années 50, Ernest Bevin, le syndicaliste anglais, antisémite, Ben Gurion voit en Angleterre l'ennemi caché d'Israël. C'est-à-dire que même après le coup d'État en Égypte, même après la chute du roi Farouk, même après la montée de Nasser, de Sadat et compagnie, 54 si je ne me trompe pas, lorsque les Anglais, Français aussi, mais les Anglais sont forcés, les Anglais qui étaient présents, sont forcés de déplacer leurs bases militaires qui étaient là-bas, etc., et qu'ils proposent de les établir en Israël, Ben Gurion dit « No, thank you ». Il renonce à cela. Il n'a pas confiance dans l'Angleterre et il dit, même si on accepte, etc., il pense, peut-être qu'ils veulent revenir. Les Anglais sont toujours à craindre. Et ça a duré encore pas mal de temps, même après 56. La campagne de Kadesh avec Anglais, Français et Israéliens, même à l'époque, il était pour. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils voulaient comme prétexte? Comme prétexte à cette campagne, ils voulaient qu'on bombarde nos propres populations à Beersheba. Ben Gurion leur dit, allô, you are crazy? Oui, non, mais il faut donner un prétexte pour qu'on puisse attaquer. Thank you very much. You didn't really change. Comprenez? Donc, on laisse de côté la Grande-Bretagne. Abordons l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est plus compliqué. D'un côté, depuis les années 20, Ben Gurion haït, comment on dit? Est l'Union soviétique. Il ne les supporte pas. D'autant plus que la gauche, Mapam, Mifleget Hapoalim HaMeouchedet, de Tabenkin, etc., Chazan, etc., Mapam, Ardot Avoda, ils sont fascinés par les soviétiques. Alors, vu que ce sont ces essentiels rivaux sur la scène politique israélienne, ça ne fait qu'ajouter à la haine de Ben Gurion vis-à-vis de l'Union soviétique, qui n'est pas seulement un danger extérieur, mais qui est aussi un danger intérieur. Pourquoi? Parce que ces partis sont définis par Ben Gurion, Mapam et Maki. Maki, c'est Mifleget communiste israélite, comme des agents, c'est comme une cinquième colonne. C'est ce qui a été révélé, évidemment, ces dernières semaines. Ce sont des agents de l'Union soviétique, en Israël, des représentants de son intérêt. Il y a des kibbutzim qui ont des armes, qui sont prêts à accueillir l'armée rouge, dans les années 50. Mais Kitso, Ben Gurion ne les aime pas. Deuxième raison, cette vision totalitaire, elle ne laisse aucune liberté. Aucune liberté d'action à ses alliés. Si vous êtes avec nous, disent les Russes, on vous phagocyte, on vous mange. C'est-à-dire que vous devez vous aligner à tous les niveaux. Idéologie, politique, armée, etc. etc. Bon. Ils ne reconnaissent même pas la nation juive. D'après la définition stalinienne de nation, les Juifs ne sont pas une nation. Ils sont bourgeois, ils sont capitalistes. C'est pas une nation. Il n'y a pas écrit sur le... Ils ont reconnu la création d'un État juif. Oh, mais d'un autre côté, Il n'y a pas écrit sur le
la carte d'identité nationalité juif. Oui, mais avec Patry à Birovitchan, en Sibérie. Bien entendu, pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient quand même pas nous laisser nous assimiler. Si on parle russe mieux que les Russes, si on vit partout, si on travaille partout, etc., il faut laisser une étoile jaune. L'étoile jaune, c'est le cinquième point. Comme on dit en russe, piata et grafa. Au passeport. Hein? À l'âge de 16 ans, chaque enfant juif, adolescent juif, va décider de son sort. Comment est-ce qu'on va l'inscrire au passeport? Allez. Mais d'un autre côté, comme vous dites, fin 46, début 47, il y a volte-face. Alors que les Américains, non, après, je vais le dire après, l'Union soviétique, avec toutes les lois, toutes les voies qui sont avec elle, l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne et autres, votent pour le plan de partage. Pour la décision, la résolution 181 du plan du partage de Israël en 2 États, dont l'un est juif. Plus que ça, lorsque après le vote, les États-Unis font marche arrière, les Anglais n'ont jamais fait marche avant, les seuls alliés véritables font marche arrière, eh bien, que dit Gromyko? C'est quoi Gromyko? Représentant soviétique aux Nations Unies, vous êtes des traîtres, il dit aux Américains, à la cause juive. Vous laissez tomber ce peuple martyr. Bas les pattes, arabes. Sortez de la Palestine, sortez. Vous imaginez ce qu'il dit? Gromyk, un soviétique qui s'adressant aux Arabes, dit sortez de la Palestine juive. Vous lisez cela, oui, il l'a prononcé aux Nations Unies en tant que représentant de l'Union des républiques soviétiques, socialistes soviétiques, avec Staline au pouvoir. Avec Staline au pouvoir. Comprenez? Et ça ne s'arrête pas là. Ils nous fournissent des armes, ils nous fournissent des munitions, ils nous fournissent des canons, ils nous fournissent des Messerschmitt, ils nous fournissent des avions qui nous permettent de combattre pendant les premiers jours de la guerre d'indépendance. Du moment que les Anglais, l'Union Jack, quittent le port de Haïfa, avec Cunningham à son bord, etc., eh bien, immédiatement, c'est quelles armes qui commencent à arriver? Pas les armes américaines, véritablement. Enfin, il y a des armes qui viennent par l'Amérique, parce que c'est des Juifs qui essayent de les faire passer au travers les mailles. Mais avant tout, en masse, ça va par la Tchécoslovaquie. C'est des armes russes. Pourquoi est-ce que les Russes se conduisent de cette manière? Il y a plusieurs raisons. Des enfants. Commençons par les raisons rationnelles. Ils savent que le Moyen-Orient, il est aux mains les Arabes, ils sont aux mains des Britanniques. Les seuls qui peuvent être prenants, les seuls qui peuvent être séduits encore, c'est les Juifs. Surtout si on prend en considération tout le socialisme, tous les kibbutzim, toute l'idéologie très souvent pro-soviétique qui est présente en Israël. Alors peut-être qu'il faut essayer. Deuxième chose, c'est de quoi vont avoir l'air les Britanniques et les Américains si les Soviétiques sont les seuls à soutenir les Juifs. Vous imaginez ça? Les Soviétiques sont les seuls
à soutenir la cause juive au Moyen-Orient. La démocratie, tout cela. C'est-à-dire que de quoi vont avoir l'air les États-Unis? Pas de l'Angleterre. C'était les premiers à reconnaître, à reconnaître Israël et à faire venir leur ambassadeur ici à Tel Aviv. C'était les Russes, c'était les Soviétiques. Les premiers à nous envoyer aussi une aide économique, grande aide économique. On a même racheté les Migrash Russim, qui appartenaient à l'église orthodoxe. Mais bon, Staline et l'église orthodoxe, prenez cela. Bon, on n'avait pas comment est-ce qu'on a payé? Comment est-ce qu'on devait payer? En devise. On n'avait pas de dollars. Alors qu'est-ce qu'on a? Avec quoi on a acheté le Migrash Russim, l'église orthodoxe et ses différents fiefs? Vous savez avec quoi on a acheté? Des oranges. Des oranges. Des oranges. Hein? Ça appartient toujours aux Russes? Non, pas toujours aux Russes, parce qu'Olmert leur a revendu. Ah bon? Oui. Mais avant Olmert, enfin, c'est pas tout, enfin, pas dans les détails, mais avant Olmert, on n'avait pas d'argent. Alors on lui envoyait quoi? On lui envoyait des tapouzim. Tapouzim Yafo. Et ça, je vous l'ai raconté, je me rappelle, mais je vais le redire encore une fois parce qu'ils arrivaient en Union soviétique avec des étiquettes. Yafo. Ah, vous allez voir sur les marchés de Moscou et de Leningrad des oranges avec des étiquettes Yafo. Non, c'est-à-dire qu'en accueillant, on devait prendre les oranges. Et le père de mon ami, juif, bien entendu, il était là, employé à enlever les étiquettes. C'est-à-dire, il y a des juifs qui envoyaient les oranges, il y avait des juifs qui recevaient, qui enlevaient les étiquettes. Maintenant en France, c'est le contraire, on met des étiquettes. Et maintenant, on prend les étiquettes. J'espère que ce n'est pas des juifs. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'Union soviétique avait, dans les années 47, 48, 49, une position très pro-israélienne. En parallèle, il faut dire qu'à l'intérieur de l'Union soviétique, c'était le début d'une campagne antisémite monstre qui allait culminer avec le procès des blouses blanches et la tentative d'extermination du peuple juif tout court. Si ce n'est la mort précipitée de Staline à Purim 53. Elle est morte pour lui. Il est mort à Purim, Tafshin Yud Gimel. Vous comprenez? Et toutes des histoires, enfin bon, fantastiques, c'est passé. Il y a des gagnants qui sont séparés. Pardon? Un kibbutz des gagnants qui ont fait Aleph. Ah, à cause de... Oui, à cause de ça. même, oui, et même avant. Et même avant avec le procès de Prague, le procès de Slansky. Le procès de Slansky, Tchécoslovaquie, bon, ça c'est une autre chose. Mais, donc, c'est pas facile de choisir ou de dire, de refuser. Vous ne pouvez pas refuser l'aide soviétique. Parce que c'est une aide qui est pikuach nefesh. Vous n'avez pas d'autre avion. Les Américains vont commencer à nous livrer leur Skyhawk seulement avec Kennedy. Les Mistral et les Mystères et les Mirages de Guy Mollet et d'Edgar Faure, etc., c'est 55. 55, 56, etc. Et Vead Az. Et entre-temps, Mani, on sait. Entre-temps, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'on fait. Pardon? L'avion tchèque. Entre-temps, c'est les avions tchèques. Entre-temps, c'est les avions russes. Vous
comprenez? C'est ce qu'il faut. Mais est-ce que cela veut dire que je vais m'allier sur l'Union soviétique? Non. Ben Gurion de dire, je n'ai aucune intention d'être neutre. L'URSS est l'ennemi essentiel du sionisme et du monde entier. C'est ce qu'il dit. C'est ce que dit Ben Gurion. Assez au parti Mapai. Alors que faire entre-temps? Non-alignement à l'israélienne. Bien sûr, on ne va pas être non-aligné avec l'Inde et avec l'Égypte. Et avec, comment il s'appelle en Yougoslavie? Non, Tito. Et avec Tito, parce que c'est tous des... Enfin, je sais pas, c'est tous enfin, ils sont très très alignés, enfin, c'est pas de notre côté. Mais ça va être un non-alignement à l'israélienne. Est-ce qu'on peut se permettre de trop contraigner, de trop froisser les Russes? Non plus. Chas v'shalom. Il y a 3 millions de juifs là-bas. Il y a là-bas 3 millions de juifs. Ouais, et les Russes, ils peuvent nous en faire des problèmes. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un nom très ferme, mais de notre côté, on ne ferme jamais la porte à une coopération d'ordre d'intérêt, de pragmatique, etc. Excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous avez dit là. Parce que vous avez dit tout à l'heure que bon, les Russes, ils avaient intérêt à être alliés avec Israël parce qu'ils cherchaient à prendre pied dans la région, et qu'en parallèle, de toute façon, ils menaient une politique antisémite féroce. Donc l'un n'empêchait pas l'autre. Absolument pas. Non, n'empêche pas l'autre. Donc même si Israël acceptait cette aide et faisait attention de ne pas froisser la Russie, ça n'empêchait pas les Russes d'exterminer ces Juifs. Leurs Juifs, pardon. Et c'est pour ça qu'effectivement, en 1953, la première fois ouvertement Ben Gurion a pris la position de dire « Let my people go », que véritablement, il a dit que maintenant, une alliance avec l'Union soviétique, c'est comme une alliance avec Hitler. C'est-à-dire, il l'a vu venir. Absolument. Il l'a vu venir bien avant, bien entendu, avec le procès de Slansky, qui était une préparation véritable du procès qui était en 1952 à Prague, etc., avec la mise à mort de Rudolf Slansky, avec parmi plus de douzaine d'accusés, tous étaient juifs sauf 3, et ils étaient accusés de sionisme. Israël était accusé d'espionnage, d'être un agent des États-Unis, un agent impérialiste, un agent qui était là destiné à saper les bases des régimes progressifs, socialistes, etc., etc., etc. Ben Gurion a vu venir tout cela, il a vu venir tout cela bien avant, et c'est pour ça qu'effectivement il disait, mais il y a quand même, comment dire, une dissonance cognitive très très forte entre ce que disent en 47, 48, 49 les Russes à l'ONU et ce qu'ils font avec leurs Juifs à la maison. D'ailleurs, une des raisons qui a fait pencher la balance du côté antisémite en Russie, c'était l'accueil que les Juifs ont offert à Golda Meir. Alors là, Staline a pris peur. Oi, oi, oi. Regarde. Mais je l'ai pensé complètement assimilé. Ils n'ont plus ni synagogue, ni mikvaot, ni rabbanim, ni moalim, ni shum davar. Même leur leadership laïque, entre guillemets. Michoels, le grand acteur du théâtre juif d'Union soviétique, Gossiet Государственный еврейский театр, théâtre gouvernemental juif, un théâtre phénoménal qui était en yiddish et qui était véritablement, Michoels, il était le représentant, il disait, je sens que le devenir du peuple juif entier en Union soviétique est attaché à ma personne. Il revenait des répétitions, il répondait aux lettres, il recevait des personnes alors qu'il n'était pas un rabbin, etc. Eh bien, il périt en 1948 dans un accident de voiture à Minsk. Comme si. Comme par hasard.
Et ensuite, tous les autres leaders, les auteurs yiddishistes, Yitzhak Pfeffer, etc., tous les membres du comité antifasciste qui agissaient pendant la Seconde Guerre mondiale, qui mobilisaient des fonds énormes à l'étranger pour l'effort militaire soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, tous sont jugés et mis à mort. En 1952, ils sont tous mis à mort. Eh bien, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que malgré ce sentiment que le silence des Juifs en Union soviétique est un silence parce que véritablement il n'y a plus de Juifs, l'accueil de la synagogue, il est sidérant. C'est un coup de tonnerre pour Staline. Il dit, ouais, mais ils sont dangereux. Mais ils sont inassimilables, ces Juifs. Ils sont inassimilables. Vous savez combien de ces Juifs sont photographiés pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour de cette année, Tachat, et ils disparaissent. Tachat. Pardon? Tachat. Tachat, Todas. Et ils disparaissent. D'accord? Ils disparaissent. On les perd. Ils savent qu'ils vont disparaître. Ils savent qu'ils ont toutes les chances de disparaître. Y compris même la femme du ministre des Affaires étrangères, juive, Molotov. Molotov n'est pas juive, elle est juive. Et il vient chez Golda Meir, Meidele. Et ensuite, Staline vient chez Molotov et dit, il aime beaucoup faire comme ça dans le ventre. Molotov, tu dois changer de femme. Ça va pas comme ça. Tu dois changer de femme. Il aimait aussi prendre sa pipe et la vider sur la tête de son interlocuteur, en lui disant, écoute, mais Staline, c'était un personnage très particulier. Unique en son Salaud. Vous comprenez? Et c'est fini. C'est-à-dire que on peut dire que avec cette visite, Israël tout d'un coup commence à apparaître en Union soviétique en tant que danger intérieur. Grâce à Israël, il y aura une population soviétique qui n'aura pas peur. C'est important parce que c'est un régime qui tient uniquement sur la peur, c'est un régime de terreur. Du moment que tu finis d'avoir peur, c'est un régime qui s'effondre. C'est ce qui s'est passé en 86, 87 et 90, ensuite quand ça s'est complètement effondré. Du moment qu'il y a au sein de l'Union soviétique une population, un groupe qui se voit, s'identifie avec un État à l'étranger, et que cet État peut effectivement agir pour le bien de ces Juifs, l'Union soviétique, ça devient un danger. Ça devient un danger réel, et c'est pour ça que depuis, même après la mort de Staline, avec Khrouchtchev, et avec Brezhnev, et avec tous ces Amanim leminehem, ou ces Achashverosh, eh bien, Israël prend la position d'ennemi numéro temps 2, temps 1 de l'Union soviétique. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, c'est une dissonance cognitive qui n'a pas duré trop longtemps. Il y a quelque chose qui est rigolo quand même, c'est le parallèle. Les Russes, ils voient dans les Juifs comme les autres pays du monde, ils voyaient dans le parti communiste chez eux. C'est-à-dire quelqu'un qui est manipulé par un pays extérieur. C'est symétrique finalement.
Kol HaPosel. Mais c'est pas Kol HaPosel, le mot posel, je sais pas l'Union comment c'est en soviétique français. et Israël. Bien sûr. Ils ont les outils pour le considérer de cette manière. Ils n'ont pas d'autres outils. Ils n'ont pas d'autres outils. Vous comprenez? Et puis il y a la troisième raison pourquoi ils ont voté comme ça, et ça c'est le Rav Soloveitch qui le dit, c'est les Nations Unies ont été créées uniquement pour le 29 novembre 1947 et pour qu'il y ait un S, un miracle invraisemblable. C'est la seule fois, l'unique fois, bon, Depuis quand? jusqu'à ce que, tant que l'Union soviétique a duré, où les États-Unis et l'Union soviétique ont voté ensemble. De la même façon. La seule fois. Vous voyez, miracle. Absolument, miracle de politique internationale. Cédar Atkan, question, quelque chose? Non, non. Je vais arriver vers les États-Unis et ensuite peut-être faire une. Alors bon, il reste les États-Unis. Avec les États-Unis, c'est très intéressant. Parce que nous, on ne les veut pas tellement. Eux aussi, au début, ils ne nous veulent pas beaucoup. Pourquoi nous, on ne les veut pas? Ben Gurion le dit ouvertement, c'est fantastique. Il dit, vous savez, avec Rome, on a aussi commencé en tant qu'amis. Le signe véritable de souveraineté de Yehuda à Maccabi, c'est quand l'Empire romain l'a reconnu, a eu une mission, une sorte de mission ici, c'est-à-dire a reconnu contre les Grecs la souveraineté juive, la souveraineté de Yehuda. Mais, comment ça a continué? Dit Ben Gurion, avec Pompée, avec tous les autres, avec le protectorat, c'était la catastrophe. Donc, avec les États-Unis, il ne faut pas se dépêcher. Des accords, oui. Alliance, ça peut être trop contraignant. Trop contraignant. Il ne faut pas se précipiter à conclure une alliance. C'est dangereux. C'est contraignant pour notre conscience, c'est contraignant pour notre frontière, c'est contraignant pour tout. D'autant plus que les Américains, bien qu'ils nous aident économiquement, refusent à nous livrer des armes. Plus que ça. Ils fournissent des armes à l'Irak. Il y a le pacte de Bagdad en 1955. Mais à nous, ils ne nous fournissent pas des armes. Ils donnent, à nos ennemis jurés, ils donnent des armes. L'Irak a participé dans toutes les campagnes militaires contre Israël. Pratiquement. Mais à nous, ils ne cherchent même pas à équilibrer. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Les États-Unis ne nous prennent pas au sérieux. Je vais citer encore un exemple du Rav Yaakov Herzog, où il dit qu'on est venu demander dans les années 50 demander de l'argent, non, comment dire? Une aide. Une aide financière. Subvention. Un emprunt, tout à fait. Un emprunt, ils sont venus chez le secrétaire d'État en 58, c'était. En 58. Et bon, ils demandent tant et tant d'argent. Et quand on lui a posé la question quant à l'échelonnement de la dette, et on lui dit, peut-être on peut échelonner sur 10-15 ans. Rationnel. Et il dit, je peux me rappeler du léger sourire qui est apparu sur son visage. Et on lui a demandé, pourquoi vous souriez? Il a répondu en hésitant, ne me posez pas la question. Certainement, vous ne voulez pas savoir
ce qui va devenir du Moyen-Orient dans 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'ils voyaient dans Israël comme un événement passager, comme un épisode. Vous comprenez? C'est-à-dire Israël, c'est pas du sérieux. Et ça, c'est en 58, c'est après la campagne de Kadesh. Après la campagne de Kadesh, Israël, c'était encore de l'ordre de l'humanité. On peut aider à l'absorption de l'Aliyad, et puis on peut envoyer des avions, pas militaires, spécialement. Mais, je sais pas, Alaska Airlines a mené les Juifs du Yémen. C'est, of course. Mais trop d'argent? Non. Vous comprenez? Et même, lorsqu'Israël est venu chez les Anglais et chez les Américains, demander des armes, pas seulement pour être un allié au Moyen-Orient qui ne coûte rien aux États-Unis, mais en réponse à la course aux armements. Pourquoi? Parce qu'en 1955, les Tchèques, les Russes inondent l'Égypte d'armements soviétiques. Alors, on s'adresse aux Américains, vous dites, mais c'est intolérable. Ils pourront nous étouffer. Les Américains, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent non. On ne va pas vous donner des armes. Et c'était une des causes à la guerre de Kadesh, à la guerre de 56. À l'opération Kadesh de 56, on ne pouvait pas tolérer que les Égyptiens reçoivent encore plus d'armements, les assimilent et qu'ils deviennent finalement utilisables contre nous. Et c'est pour ça qu'on s'est adressé à la France, Guy Mollet, Edgar Faure et compagnie, et on a commencé à recevoir pas seulement les Mistral, tout, c'est-à-dire c'était le début de la lune de miel que c'est à vous de nous raconter, et pas à moi de... Vous le connaissez, vous savez beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire notre ministre de la ministère de la Défense était présent, avait ces liaisons dans le... Je sais pas, comment ça s'appelle? Non, pas le Quai d'Orsay. L'état-major. L'état-major français. On avait la représentation israélienne. Quand De Gaulle est arrivé, il était sidéré. Il travaille le dimanche. Pardon? Il travaille le dimanche. Ah, il travaille le dimanche. Il a découvert. L'amiral Limon. Comment c'est quand? L'amiral Limon. Non, c'était après ça. C'était postérieur peut-être. Oui. Mais vous comprenez? Et c'est ce qui a motivé pourquoi les Américains nous ont refusé. Ils ne nous prenaient pas au sérieux. Mais il y avait aussi à l'époque, juste une seconde, il y avait un accord international de non-livraison d'armes, évidemment les Russes étaient exclus, de non-livraison d'armes à tous les pays de la région. Et si la France est intervenue pour aider Israël, c'était pour jouer un mauvais tour aux Arabes, c'est l'époque de la guerre d'Algérie. Oui, bien sûr. Voilà, alors c'est pas du tout pour la belle gueule d'Israël, il faut bien le savoir, même pas pour celle de Pérez, il a bien joué, mais c'était vraiment la France qui joue un mauvais tour et qui a rompu un accord international pour livrer Israël. Bien sûr, parce qu'elle devait avoir l'accord de l'OTAN pour livrer, elle l'a pas eu. Et ils l'ont livré sans demander l'accord, bien entendu, c'était pas... Mais effectivement, c'est-à-dire que cet accord n'annule pas le principe numéro 1 de Ben Gurion, qu'on ne peut pas se fier aux goïms. Que les goïms, c'est d'abord les intérêts, bien entendu. Il y avait la guerre d'Algérie, il y avait l'Égypte qui aidait l'Algérie, le Front de Libération Nationale, la France contre l'Égypte, comment on appelle ça, Canal de Suez, le canal de Suez, les intérêts économiques, britanniques et compagnie, les intérêts israéliens avec les Fedayoun, les infiltrations, les attaques terroristes qui viennent de Gaza, qui sont incités, l'organisation de libération de Palestine avec Shukeri et avec les autres qui finançaient et manipulaient du Caire, etc. Bien entendu, il y avait beaucoup d'intérêts communs, mais ce qui fait pas moins que les Français, c'était à l'époque les seuls à nous aider. Il faut ajouter à cela une chose, que Ben Gurion, pour lui, c'était, et il le dit, et c'est révélé dans ses dires, dans ses écrits, dans ses lettres, n'a jamais perçu l'alliance avec la France comme une alternative durable à une alliance future avec les États-Unis.
Ça, il faut aussi le savoir. C'est-à-dire, il savait que ça allait venger, on sait, peuple fier de lui et dominateur, ça allait pas mal, novembre 47, avec l'embargo et compagnie. 67. J'ai dit quoi? C'est des graves. 67, quand De Gaulle, enfin, c'est après la guerre des 6 jours, etc. Mais même avant cela, Ben Gurion a dit, il a rencontré De Gaulle en 60, et il dit, et malgré leur échange très louable, etc., compliments à droite et à gauche, non, s'il doit y avoir une alliance, s'il doit y avoir véritablement un allié sur lequel on peut compter, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce que quand même c'est une superpuissance, parce que chez les Français c'est changeant, parce que les valeurs sont quand même les plus communes avec les États-Unis, liberté, etc., etc., enfin, démocratie Il y avait 5 millions de et juifs. compagnie, c'est grave. Il y avait 5 millions de juifs aux États-Unis. Et effectivement, chose essentielle, il y a là-bas 6 millions de juifs. Et en France, 10 fois moins. Et il y a aussi une conception de. Pardon? Avec le Mayflower, et pour eux c'est comme une sortie d'Égypte. Oui, Finalement, il y a des. C'est une histoire dans leur imaginaire qui ressemble à l'histoire Il y a effectivement beaucoup de ça. Même à eux, on ne peut pas se fier, mais si on peut se fier à quelqu'un, s'il y a quelqu'un avec lequel on peut nouer des contacts plus étroits, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Ça dépend du président. Hein. À l'époque. Non, mais même à l'époque. À l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Ben Gurion leur a proposé de conclure un accord stratégique. Il l'a dit, écoutez, il l'a dit à l'ambassadeur des États-Unis qui était ici dans les années 50. Comment est-ce qu'il l'a formulé? Il y a 3 choses, dit Ben Gurion, auxquelles je tiens bien particulièrement. La sécurité d'Israël, la paix au Proche-Orient et l'amitié israélo-américaine. Le gouvernement américain peut régler tous ces 3 problèmes d'un coup. Conclure un accord de défense d'Israël. Pourquoi? Il continue de le dire. Parce que vous ne pouvez pas, même en tant que superpuissance, vous ne pouvez pas forcer, c'est très intelligent, forcer les Arabes à signer un accord avec nous. Ils ne le feront jamais. Mais vous pouvez les forcer à ne pas nous attaquer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une paix de facto. Vous pouvez faire en sorte qu'ils craignent de nous attaquer. Comment? En ayant un accord stratégique avec eux. Cet accord ne sera conclu que, et pas véritablement conclu, il sera signé mais il ne sera pas réalisé, que du temps de Menachem Begin et de Reagan. Mais Caspar Weinberger, le secrétaire à la défense, il va le saboter. Mais à l'époque, Begin arrive, ne me traitez pas d'atout, il dit à Ronald Reagan, traitez-moi d'allié. Je ne suis pas un atout. Il a fait grimper les sénateurs sur leur table. Il dit, vous nous coûtez 2 milliards, vous nous coûtez 3 milliards. Et Begin de leur répondre, je vous économise 99 milliards. Parce que si je n'étais pas là, c'est vous qui devriez financer une base américaine au Moyen-Orient qui vous coûterait 100 milliards. Maintenant que vous me donnez 2, je vous économise 98. Il fallait parler de cette sorte. Menachem Begin, Zichrono Livracha. Vous comprenez? Mais pourquoi je le dis? Parce qu'effectivement, l'accord qui a été proposé par Ben Gurion dans les années 50 a été presque réalisé par Begin dans les années 80, alors qu'Israël était véritablement très pris au sérieux. C'était après aux Irak. Qui d'ailleurs, enfin bon, encore une fois, là, comme
la roue tourne. Bien, aux Irak, qui c'est qui l'a fourni aux Irakiens? Chirac. 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 Au Chirac, pas aux Irak. Chirac. Ça a été bombardé le jour où M. Mitterrand a reçu tout l'aéropage des grands hommes politiques. Ces salauds d'Israéliens lui ont volé la vedette. C'est vrai? Ouais, en 81. Il y avait un G8 ou un G20, un truc comme ça. Première grande réception des hommes politiques mondiaux par Mitterrand. Alors après, vous étonnez qu'il soit contre Israël. Il ne fallait pas ça pour Donc, mais là, je pense, enfin, j'ai terminé. Mais je pense que la chose à tirer, c'est que l'orientation de Ben Gurion, alors qu'Israël était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, c'était avant tout, quand il disait non-alignement, ça voulait dire pas un non-alignement à la Suisse, Chas v'Shalom, mais ça voulait dire avant tout une orientation sur soi. Parce que c'est uniquement lorsque Israël sera puissant et sûr de lui, avec une conscience véritable de son bon droit, qui va être respecté, pris au sérieux, pris en allié, et pas et je pense qu'aujourd'hui, on est véritablement au passage, grâce à Obama. Non, pourquoi? Parce que tant qu'il y avait, comment dire, le parapluie américain qu'il ne laissait pas les organisations internationales vérifier nos centres nucléaires, faire des sanctions trop sévères contre Israël, faire passer des résolutions trop sévères au Conseil de sécurité, etc., eh bien nous on était là, les bras croisés, à dire « Ah, on a raison, ah, on est les justes, on est les plus moraux, on a l'armée la plus morale, on est numéro un », enfin on l'a entendu aux 20 ans de Manitou, numéro un au niveau de la aide humanitaire internationale, il a fait « Mais oh, danach achi chamoudi ». Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut agir, il faut comprendre qu'on est suffisamment puissant, même au niveau des 15, même au niveau international, pour commencer à se débrouiller sans les États-Unis. Pour comprendre que le temps venu, on devra se débrouiller sans les États-Unis. Enfin, si on prend une considération un peu plus large, une perspective un peu plus large, on regarde comment est-ce que la politique américaine balance, on voit que c'est les extrêmes, de plus en plus les extrêmes. C'est-à-dire après Carter c'était Reagan, après Reagan c'était comment il s'appelle? Bush. Après Bush c'était Clinton, après Clinton c'était Bush, et qui était Oni, etc. Après Bush c'était Barack Obama qui est allé à l'extrême, et après c'est quelqu'un que personne ne le considérait. Je ne suis pas un des enthousiasmes de l'élection de Trump, beaucoup mieux que ce qui se faisait, mais il faut savoir, il faut garder un peu son enthousiasme comment dire, pourquoi parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans 4 ans. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans 4 ans, c'est-à-dire en tous les cas, bien entendu, peut-être qu'aujourd'hui c'est les 4 ans à profiter. Pardon? Sanders. Non, imaginez-vous, Sanders c'était un concurrent de poids à Clinton, qui était quand même, qui a fait ses preuves, enfin il a fait ses preuves, je sais pas, on peut appeler ça des preuves, mais peu importe, au niveau de l'expérience en tous les cas, c'était Bernie Sanders, ce juif qui haïsseur de soi, avec tous ses enfants assimilés complètement, enfin bon, je ne parle même pas de ça, c'est un trotskiste de premier qui a fait ses vacances de lune de miel en Union soviétique, vous imaginez ça? J'imagine qu'il va aller pleurer sur la tombe de Fidel Castro.
Non, mais vous imaginez cela aux États-Unis, qui a boycotté Castro pendant un demi-siècle. Comprenez le changement, c'est-à-dire que, hélas, c'est bien, mais il faut savoir, il faut comprendre qu'Israël doit prendre une place, pas satellite, mais une place à part entière sur la scène internationale. Et je crois que cette scène internationale, elle est déjà prête. Elle est déjà prête. Et Poutine, là-dedans Poutine, c'est comme... Une des idées intéressantes, j'ai dit à mon ami qui est conseiller très haut placé là-bas, j'ai cité Caroline Glick. Elle est très intelligente et elle a dit qu'une des cartes que peut jouer Israël contre les 2 mois qui restent à Obama, c'est la carte de Poutine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus que Poutine pour soutenir Israël, rien que pour avoir le plaisir d'embêter Obama. Vous dire, ah, toi, tu es prêt à voter contre Israël? C'est la Russie qui va jouer la carte juive. On va voir les Américains qui sont pris à comment dire, à revers par les Russes. Je lui ai dit ça, j'ai dit ça à mon ami qui est et il m'a dit oui, enfin c'est une personne qui est très, très à droite, qui est très, etc. Et il dit oui, mais d'un autre côté, on ne peut pas faire fi comme ça de 40 milliards de dollars. Ça ne marche pas comme ça. Que les États-Unis nous ont, Obama, a signé avec nous. D'autant plus que dans 2 mois, ça va être... c'est 38, hein. Pardon? Pas 40, c'est 38. Entièrement dépensé aux États-Unis. Oui, il y a des dépassés aux États-Unis, mais durant les 7 ans qui viennent, on peut encore en dépenser une partie, 30% en Israël, parce que ça change, et entre-temps ça peut changer. Il y a beaucoup de détails qui n'ont pas été véritablement révélés à tous les niveaux, mais cela dit, même 40 millions de dollars, même aux États-Unis, 40 milliards de dollars, c'est beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que dans cette partie d'échecs que nous jouons, nous la jouons avec un très grand handicap. C'est-à-dire que nous ne faisons jouer que notre hémisphère droit ou gauche de notre cerveau et que nous n'avons pas atteint la plénitude de notre être. Ce qui fait que nous sommes toujours en train de nous poser la question, l'Europe, les États-Unis, c'est ça, qui sait, on n'a aucune politique, on ne sait même pas quoi. En fin de compte, avec notre manière borgne de voir les choses, nous n'avons pas du tout de perspective lointaine d'avenir du Ham Israël. La seule perspective possible, c'est de faire l'unité à l'intérieur de nous-mêmes en reconstruisant le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est hors la Goïm, c'est la seule idéologie du monde entier qui est capable de pouvoir faire exploser toutes les forces positives de ce monde, et c'est nous qui sommes capables de le faire. Nous sommes complètement freinés par nous-mêmes, par une partie de nous-mêmes, qui ne voit d'ailleurs... Et tout cet handicap extérieur, c'est le même handicap intérieur. Le Bagatz, toutes ces organisations, etc., c'est notre propre paralysie intérieure qui se reflète dans cette paralysie extérieure que vous avez décrite. Et tant que nous n'avons pas réussi à faire nous-mêmes la liaison entre nos 2 hémisphères, on sera toujours dans ce chaos que vous décrivez. On est forcé à prendre position à ce sujet, c'est-à-dire qu'on est à faire entendre notre voix. Ça, je pense qu'à Kol Yaakov, effectivement, c'est le défi qui nous attend au niveau international. On doit reconstruire le Beth Amikdash, c'est notre devoir de le reconstruire. Oui, ça c'est une question. C'est une question théologique. Non, c'est pas théologique, c'est le moteur de notre force que nous négligeons, qui fait que nous sommes un peuple borné. Je pense que c'est aussi. Il ne faut pas Beth Mikdash ou l'Ochlis. Le Beth Mikdash, ce n'est pas un court-circuit qui résout tous nos problèmes. Beth Mikdash, c'est le parachèvement quand tous les problèmes sont résolus. C'est pas pour rien que David n'a pas pu bâtir le Beth, etc. C'est pas Tov Zelo Oved Yalla Bon Yivne Bayit, Zelo Kach.
Parce que du moment, vous allez pas bâtir le Beit Mikdash avec le bagage. Tu ne vas pas donner bâtir le Beit Mikdash. Vous n'allez pas bâtir le Beit Mikdash avec la foi, avec la religion du status quo qui est aujourd'hui sur le Harabat. Aujourd'hui, même si on est absolument d'accord, eh bien, on est d'accord aussi que pour le bâtir, il faut avant tout un peu limiter la omnipuissance du Bagat, un peu faire revivre la conscience du Ardout Ha'am chez le peuple. C'est pas moi je vais demain faire un petit tour sur le Harabat et puis hop. Non, je ne parle pas comme ça. Oui, alors, C'est pas ça ce que je dis. je sais que c'est pas non plus un... Je sais pas. Batoda, Batoda, dans la conscience, bien sûr, mais c'est une conscience qui ne peut pas faire l'économie de toutes les réformes et de toutes les tikkunim qu'il doit faire jusque-là. Une remarque, je sais que c'est pas, je dirais, c'est pas non plus le sujet de cette soirée, mais tu as cité tout à l'heure la phrase de Gaulle, peuple sûr de lui est dominateur. Eh bien, si on écoute sa conférence de presse où il en parle, c'est pas grave. Je dis bien si on écoute, parce qu'ensuite le protocole, le compte-rendu a été maquillé un petit peu. On se rend compte que cette phrase-là, c'est peut-être la phrase la moins antisémite de tout ce qu'il a dit dans sa réponse. Et je ne sais pas pourquoi c'est sur cette phrase-là, sur ces 3 mots, que les gens ils se fixent. Ça plaît les oreilles. Dans l'esprit de Gaulle, c'était un compliment. Non, mais par exemple, il a dit ce peuple qui a connu des malheurs, et il a ajouté que souvent, c'est lui qui a provoqué. C'est l'antisémite. C'est la phrase la moins terrible. Voilà. Là-bas. Il a fait. Top.